Bonjour, je m'appelle Mary Taylor et je suis la créatrice de la BD Bug Hunter sur des gens minuscules qui vivent dans un monde peuplé des insectes énormes. Mais il y avait une époque quand les libellules pouvaient être sinon énormes, au moins un peu plus grandes que dans nos jours. Aujourd'hui, je parle à Dr. André Nel. C'est un professeur au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, en France. Et il va nous raconter sur ces libellules préhistoriques. Alors, bienvenue, André. Bonjour. À quel point est-ce que les libellules commencent à apparaître dans l'enregistrement des fossiles? Alors, les plus anciennes libellules fossiles connues datent de 330-340 millions d'années, c'est-à-dire au Wow. début du Carbonifère, à l'époque du charbon, mais elles sont probablement plus anciennes, datées probablement du Dévonien, donc peut-être de 400 millions d'années. Et l'environnement qu'ils ont vécu pendant cette époque, comment se différencie-t-il de... Alors, les premières libellules vivaient probablement dans des zones chaudes, sous l'équateur, dans des forêts, mais c'était des forêts très différentes de nos forêts actuelles. C'était des forêts de fougères géantes, de prêles géantes et d'autres groupes de plantes qui ont disparu. Dès le début, les premiers reconnus, on sait qu'il y en avait une très grande diversité d'espèces. On avait déjà des petites libellules et des grandes, voire des très grandes libellules, des géantes. Évidemment, de groupes de lignées qui se sont éteintes depuis. Quand tu dis grand, c'est jusqu'à quelle dimension? Alors, les plus petites étaient de la taille des petites demoiselles actuelles, c'est-à-dire elles faisaient 3 ou 4 cm d'envergure maximum. Et les très grandes atteignaient 70 cm d'envergure. Wow. Ça a été les plus grands insectes qui ont jamais volé sur Terre, en fait. Et manger comme les libellules d'aujourd'hui des autres insectes. Ils devaient s'alimenter aux dépens d'autres insectes, peut-être de petits vertébrés. OK. Parce que, voilà, vu leur taille, des petits lézards, des petits batraciers qui ressemblaient à des salamandres. Actuellement, les diverses libellules ont des stratégies de chasse différentes. Il y a celles qui patrouillent en faisant du vol plané, c'est les hawkers comme les faucons. Et les percheurs, celles qui sont perchées sur un bout de branche, une petite branche ou une feuille, et elles regardent autour d'elles, et si elles voient une proie, elles s'envolent, elles s'y jettent dessus, puis elles vont se reposer. Et donc, il y avait les mêmes types de stratégies. À l'époque, les très grandes étaient des hawkers, et c'était des faucons. Et les très très grandes devaient être les super prédateurs de l'époque. Est-ce qu'ils auraient des prédateurs qui peuvent manger ces libellules vraiment grandes? Les seuls prédateurs qu'ils auraient pu avoir auraient été des batraciens de grande taille, mais qui étaient au sol. Donc, ils devaient s'attaquer à ces libellules lorsqu'il leur arrivait un accident ou lorsqu'elles mouraient et manger les cadavres. C'est tout, parce que ces grandes libellules devaient leur échapper parce qu'elles volaient. Elles se perchaient au sommet des arbres. La situation a dû changer vers le milieu du Permien avec les premiers vertébrés qui étaient planeurs, comme les écureuils volants actuels. Vous voyez les écureuils volants ou certains lézards volants. Et ces grandes libellules ont disparu d'ailleurs à peu près au moment où ces premiers vertébrés, ces premiers lézards planeurs sont apparus. C'était pas nécessairement un changement d'environnement, mais l'apparition des prédateurs et de concurrence. Oui, exactement. En plus, alors au Permien sont apparues de nouvelles lignées de libellules différentes qui avaient des ailes sans doute plus efficaces pour le vol. Les libellules ont un vol extraordinaire actuellement. Elles sont capables de faire du surplace, de changer de direction quasi instantanément, voire de voler à reculons. Pour faire ça, elles ont besoin de plusieurs structures spécialisées, des systèmes permettant la torsion de l'aile au cours du vol sans que l'aile se casse.
Et les premières libellules avec ces structures spécialisées leur permettant de faire des acrobaties, on les connaît au Permien, donc à 250 millions d'années à peu près. Et elles ont dû concurrencer les autres. Toutes ces structures très délicates des ailes, est-ce qu'ils sont visibles dans les fossiles? Alors, les structures qui se conservent le mieux dans les fossiles d'insectes, ce sont les ailes, justement. Parce que lorsqu'un animal meurt, son corps va être dévoré par les nécrophages, les crustacés nécrophages, des poissons, des batraciens. C'est une source alimentaire. Mais il se trouve que l'aile, c'est indigeste. Il n'y a rien mangé dedans, c'est pas bon, ça pique. Donc, les ailes sont rejetées. Elles sont souvent retrouvées en très bon état, sans avoir le corps. Il s'est posé souvent la question, et c'est toujours ouvert comme question, de savoir pourquoi il n'y a pas eu d'autres libellules géantes après le Carbonifère et le Permien. Une des hypothèses, c'est que justement, comme il n'y avait pas encore de vertébrés qui volaient au Carbonifère, ces insectes étaient absolument libres de se développer. Ils n'avaient pas de concurrence ni de prédateurs autre qu'eux. Donc, ils se sont développés à l'extrême, et ça a été ce on peut appeler ça une course aux armements dans la taille des proies et des prédateurs. La proie augmente de taille, le prédateur suit, et la proie suit, le prédateur suit, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteigne des tailles géantes. Pour les vertébrés, il n'y a pas tellement de contraintes autres que le poids des animaux. Et la limite est très très loin, ça fait des animaux énormes, gigantesques. Chez les insectes, on n'a pas eu d'insectes de 30 mètres. Ça n'a jamais existé. Mais à un certain point, ça les empêche de voler. Alors, c'est pas que ça les empêche de voler. Il y a eu Quetzalcoatlus, qui est un ptérosaure géant, qui avait la taille d'un petit avion. Et le problème, il est dans la façon dont les insectes respirent. Les vertébrés, nous, on respire avec des poumons. Donc, on fait rentrer l'air dans les poumons, et puis après, il passe dans notre sang. Chez les insectes, l'air, l'oxygène, ne passe pas dans leur sang, à proprement parler. Il arrive directement par des trous qu'il y a sur le long du corps de l'animal, qui arrivent à irriguer en air, de façon passive, toutes les cellules du corps de l'animal. C'est-à-dire que si l'animal est trop gros, le centre du corps de l'insecte ne va pas être irrigué en oxygène, donc il va mourir. Les chercheurs ont émis l'hypothèse qu'au Carbonifère, le taux d'oxygène dans l'air était plus élevé qu'actuellement. Et donc il pouvait devenir plus grand. Il est probable qu'il y a eu les deux phénomènes. Il y a peut-être même eu un troisième phénomène, c'est que la pression atmosphérique était plus importante à certaines périodes qu'à d'autres, à cause des émissions de gaz par les volcans en partie. Comme l'air était plus épais. Voilà, il est plus épais, il est plus dense, les animaux s'appuient mieux sur l'air et ils peuvent mieux voler. Wow. Alors ça, c'est une hypothèse nouvelle en fait, que développe un collègue là. Et ça a l'air d'être assez probant, parce qu'il se trouve qu'il y a eu d'autres périodes au cours du temps pendant lesquelles il y a eu à nouveau des libellules de très grande taille. Et il semblerait que ça corresponde à des périodes établies par les géologues sur l'augmentation de la densité de l'air aussi. D'après toi, c'est quoi la mystère qui reste sur les libellules préhistoriques qui t'intrigue le plus? Il faut penser la planète au Carbonifère. Ce à quoi on a accès, c'est comme si on avait accès à des petits points lumineux. Donc la vision que l'on a de la vie dans le passé est extrêmement fragmentaire. Toutes les fois qu'on trouve un nouveau gisement, la faune qu'il y a dedans est nouvelle, la plupart du temps, surtout en insectes. Oui. Donc on fait des découvertes nouvelles tout le temps, et puis des choses étonnantes. Par exemple, maintenant on sait les insectes ont 4 ailes actuellement. Le thorax porte 2 paires d'ailes, 4 ailes. Mais les libellules, les toutes premières libellules avaient 6 ailes. Non. Elles ont disparu parce que ne devaient pas être très utiles, très efficaces. Les libellules ont développé d'autres manières de voler.
Et donc, voilà par exemple un cas, un problème. On ne sait pas vraiment comment ces libellules du Carbonifère pouvaient se reproduire. Les libellules actuelles ont une manière de se reproduire, de s'accoupler qui est très spéciale. Les organes génitaux normaux sont à l'extrémité de l'abdomen, comme chez tous les insectes. Mais les mâles de libellules ont, au début de l'abdomen, sous le deuxième segment exactement, une espèce de poche. Et au moment de l'accouplement, le mâle recourbe son abdomen et va mettre son sperme dans cette poche. Et la femelle va chercher le sperme dans cette poche. Donc c'est un accouplement indirect. On ne sait pas qu'est-ce que c'est qui a favorisé ça. On sait juste que les premières libellules qui ont fait ça, comme les actuelles, qui ont fait l'amour comme les actuelles, sont des libellules qui vivaient au Permien il y a 250 millions d'années. Ça prendrait que peut-être que le libellule meurt à un temps très précis et est parfaitement préservé dans l'acte. On connaît des fossiles de libellules morts pendant leur accouplement. OK. Elles sont tombées dans l'eau et elles sont mortes là. Parce que chez les libellules, le mâle reste accroché avec des cercles, avec des espèces de pinces, s'accroche derrière la tête de la femelle. Et tu disais, la première fois qu'on voyait ça, c'était la Permienne. Avant ça. Oui, c'est au Permien. C'est au Permien qu'on voit ça. Et avant on n'a aucune information précise en fait, sur ces bêtes. Ce que l'on sait, c'est que les libellules du Carbonifère étaient déjà de redoutables prédatrices. Les libellules ont actuellement un thorax, leur corps est modifié, leur tête est grande, avec de très grands yeux pour voir de loin, pour voir partout, et des pièces buccales, des mandibules très très efficaces pour broyer, détruire, déchiqueter la chair de leur proie. Mais elles n'ont pas que ça. Elles ont aussi des pattes qui portent des fortes épines. Elles attrapent leur proie en les poignardant au cours du vol, et elles les maintiennent poignardées, et après elles les mangent vivantes en fait, en l'air, ou posées sur une branche. Et celle du Carbonifère avait déjà ça, avait déjà ces structures-là. Merci beaucoup, André, pour nous avoir partagé tes connaissances. Pour nos auditeurs, sachez qu'il y aura des autres vidéos sur les insectes qui s'en viennent. Vous pouvez les regarder sur le site web boghunter.com, ainsi que les BD hebdomadaires qui sont mis à jour les mardis. Merci pour avoir visionné.